Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième présentation Rootme Pwn à l'occasion du mois Pwn qui est organisé par Rootme. Du coup, il y a 2 semaines, il y a eu Mouton qui a présenté une introduction au Pwn en général, donc pour un peu donner les bases. Et là, aujourd'hui, c'est la deuxième présentation que je vais faire sur l'exploitation IP, qui est un domaine passionnant de l'exploitation binaire. Et ensuite, dans 2 semaines, donc le 30, il y aura Dvorak qui va nous faire une présentation donc, sur le kernel Linux. Donc voilà, Rootme nous régale, ça fait plaisir. Et voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je travaille à Synactive, au pôle Reverse Engineering. Donc ça, on fait de la rétro-ingénierie et de l'exploitation et de la recherche de vulnérabilité. Moi-même, je suis passionné de recherche, de vuln et d'exploit. Donc c'est vraiment ce qui me caractérise, quoi. Je kiffe ça. J'ai fait pas mal de CTF, donc, notamment avec la Team France, aussi cette année, dont Mouton et Dvorak font partie également. Aussi d'autres équipes, Rootme par exemple, pour aussi ne citer que. Et j'ai commencé sur Rootme, donc je ne remercierai jamais assez cette plateforme pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter. Donc c'est vraiment cool de pouvoir faire une presse sur Rootme, sur ce que j'ai appris sur Rootme. Alors, donc au niveau du plan, au début, on va pouvoir voir. Oula, il y a un petit bug. On va pouvoir d'abord décrire ce que c'est qu'un allocateur et on va se focaliser sur PTmalloc2. Donc, on va voir ça après. Et ensuite décrire quelques techniques d'exploitation HIP et quelques tips en pratique. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un allocateur? Donc, initialement, en fait, en C, quand on devait allouer de la mémoire, on pouvait utiliser, donc, par exemple, les constantes globales qui étaient placées dans la section hero data, qui n'étaient pas réécrivables et qui étaient du coup présentes dans le binaire, dans le LF qui était compilé. De même pour les globales mutables, donc c'est le même principe sauf qu'on peut écrire dedans à l'exécution. Et pour BSS, donc là qui ne sont pas initialisés, qui ne sont pas présents dans le LF, mais qui sont présents dans la mémoire au moment de l'allocation. Et ensuite, au final, il y a les variables locales de fonction qui sont présentes sur la stack et qui sont libérées, qui ont une durée de vie propre à celle de la fonction. C'est-à-dire que quand on retourne de main, cette variable n'existe plus et n'a plus de référence. Voilà. Aussi, un autre inconvénient, c'est que la taille doit être précisée à la compilation. Sur la stack, autant que dans les variables globales, même si maintenant on peut définir des tableaux de taille variable sur la stack, mais bon, la taille devait être précisée à la compilation, donc c'était un peu problématique. Et aussi, on a peu de contrôle sur la durée de vie des ressources, c'est-à-dire que dans une fonction, si la fonction retourne, on n'a plus moyen de garder une référence sur la variable. Toutes ces problématiques ont été posées pour essayer d'obtenir une solution qui répondra à ces problèmes. Il y a l'allocation dynamique qui a été réfléchie et qui permet d'obtenir et de libérer des ressources à l'exécution du programme, c'est-à-dire en lui précisant une taille au runtime, obtenue par l'utilisateur ou ce genre de choses. Et surtout via une API simple. Il y a juste deux fonctions qui sont utiles à connaître. C'est la fonction malloc, que vous devez connaître sûrement si vous avez fait un C, qui permet de préciser juste une taille, qui est la taille de l'objet qu'on veut obtenir, et qui nous renvoie un pointeur vers cet objet. Et ensuite la fonction free de même manière qui permet de libérer cet objet. Donc là, cette fois-ci, comme c'est nous qui pouvons appeler free, on contrôle la durée de vie de la ressource. C'est-à-dire que le programmeur sait quand cet objet va se terminer. Alors, donc ça, c'était une idée théorique avec une API du coup standard, quoi. Mais il y a plusieurs implémentations derrière qui font que plusieurs allocateurs vont exister. Donc alors, pour répondre à ces problématiques-là, il y a des gens qui ont réfléchi à un système qui s'appelle l'allocation dynamique et qui permet d'obtenir et de libérer des ressources à l'exécution. Si on était à malloc, du coup, je passe un petit peu. Et ça permet voilà, d'obtenir à partir d'une taille donnée un pointeur vers un objet qui sera contrôlé et dont on pourra contrôler sa durée de vie via l'appel à free, qui permettra du coup de rendre la main au système et, euh, et à l'objet. Un allocateur, du coup, il y a plusieurs implémentations qui peuvent exister, puisque il y a différents besoins, notamment la performance, la sécurité ou encore la consommation mémoire. Il faut pas, par exemple, faut qu'un allocateur soit efficace, qu'il ne prenne pas trop de temps à récupérer à allouer une ressource. Il faut qu'il soit assez sécurisé, comme on va le voir plus tard avec certaines attaques. Et aussi, faut qu'il utilise la mémoire de façon efficace pour pas qu'il gaspille la mémoire, par exemple, ou qu'il y ait des fuites de mémoire. Chaque allocateur a son implémentation pour répondre à ces problématiques. Et le fonctionnement doit être invisible pour un utilisateur, puisqu'il s'agit d'une API, du coup, il n'a pas besoin de savoir comment fonctionne malloc derrière. Mais par exemple, pour un attaquant, c'est très utile de connaître comment il fonctionne pour justement comprendre et développer des attaques au niveau des structures internes allocateurs, par exemple. Pour en citer quelques-uns, du coup, il y a ptmalloc2,
Donc, c'est l'allocateur qui est utilisé par la glibc. Donc, il remplit à peu près tous les critères, il est performant, il y a certains checks de sécurité. Et niveau consommation mémoire, c'est OK, quoi. Donc, usage général, c'est un peu les trois problématiques qui sont répandues. Geomalloc, qui est utilisé notamment sur FreeBSD et Android sur les anciennes versions. Enfin, toujours maintenant, mais en particulier sur les anciennes versions. Il y a MalocNG sur la libc Muzzle qui est utilisé par Alpine, par exemple, qui est axé sur la performance et la sécurité. Et Scudo, par exemple, qui est développé par Google et qui est axé, lui, en particulier sur la sécurité et qui est présent depuis Android 11 sur certains téléphones, du coup. Donc nous, on va s'intéresser à PTmalloc 2. Donc c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est celui qui est utilisé par la glibc. Il est lui-même basé sur DLmalloc, qui est le locateur historique de la glibc. Et il est présent du coup sur plupart des systèmes Linux qui intègrent la glibc, donc comme Debian, Ubuntu ou d'autres. Il est open source, forcément, avec nous. Et largement documenté par la communauté, puisque bah, il y a beaucoup de travail et de recherche qui a été fait dessus. Et il est aussi du coup en constante évolution, c'est pas un projet mort. À chaque nouvelle version de la glibc, bah, il y a amélioration de la sécurité et des performances. Enfin, ça dépend de la version, mais c'est en constante évolution. Et aussi, c'est un allocateur qui est le plus rencontré en CTF et notamment sur les challenges de HIP. Puisque les binaires intègrent la glibc, enfin, se basent sur la glibc qui du coup intègre cet allocateur. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un HIP? Pourquoi on appelle ça HIP? En français, on dit tas, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en gros, c'est une grande zone mémoire qui va être segmentée en plusieurs blocs. Donc, c'est les allocations qu'on va faire. Et ces blocs-là, ils vont être appelés des chunks dans la terminologie de la glibc, du coup. C'est en fait le résultat de l'appel à malloc qui va contenir tout notre objet qu'on va louer. Le même heap est utilisé pour servir différentes tailles de chunks. Donc, c'est vraiment un gros bloc qui va servir toute taille de chunk. Sous certains cas, il y a plusieurs heaps qui peuvent être créés, notamment dans un contexte multithread. Donc ça permet d'avoir des threads qui peuvent taper sur des heaps différents sans pour autant avoir de la concurrence d'accès, etc. Donc ça reste plus efficace. Notamment avec le concept d'arena, mais qu'on ne va pas tellement détailler ici, pour rester simple et abordable pour tout le monde. Donc en gros, un chunk en pratique, c'est quoi? Donc j'ai repris juste un petit schéma de malloc internals qui est fait pour nous, qui est un petit wiki qui explique comment l'allocateur fonctionne. Nous, on va plutôt regarder ça on le verra après au niveau des chunks free. Donc un chunk, en gros, essentiellement, c'est une taille avec des métadonnées qui sont intégrées dedans, et ensuite la payload, c'est-à-dire les données qui sont utilisables par l'utilisateur. On voit ensuite que tout le chunk, en fait, il comprend la size. Donc quand on fait le calcul de la taille, enfin, je veux dire, le chunk qui va être alloué, il aura une taille qui sera plus grande que celle demandée. En l'occurrence, sur un système 64 bits, il sera plus 8. Donc si on fait, par exemple, une allocation de 24, mais en fait, en réalité, il y aura 32 optiques qui seront consommées sur le temps. Ensuite, avec un petit schéma, à quoi ça ressemble la heap? Donc, par exemple, ici, c'est notre gros bloc qui symbolise la heap, qui est une section mémoire qui est dédiée, qui est allouée au tout début du lancement d'un programme. Et par exemple, on va avoir nos variables ici qui vont référencer des objets sur la heap. Donc là, on a dans le BSS, par exemple, ça peut être un tableau d'objets qui fait 0x100 en taille. Et ici, dans la stack, on va avoir deux chunks qui seront référencés par des pointeurs. Donc c'est vraiment, pour avoir accès à ça, il faut forcément des pointeurs. Et c'est une notion fondamentale quand on fait de l'exploitation. Voilà. Et en prenant en compte aussi que la grandit vers les adresses hautes, contrairement à la stack qui, elle, grandit vers les adresses basses. Donc c'est une petite subtilité à prendre en compte. Alors, quand on alloue un nouveau chunk, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a l'espace libre. Et en fait, on va venir le grignoter petit à petit avec nos chunks jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, quoi. Donc là, voilà, on fait une nouvelle allocation de 0x30 via BSS. Et on peut voir ici qu'un nouveau chunk a été alloué de façon continue aux autres chunks. Donc comme on le voit, le top chunk est consommé petit à petit. Donc c'est le gros bloc vert là. En général, c'est un assez grand bloc mémoire quand même qui est réservé. Et par contre, lorsqu'il n'y a plus de place dans ce top chunk, la section heap de la heap est étendue via le syscall SBRK qui permet de déplacer la fin de la section et récupérer plus de mémoire à partir de l'ES. Au-dessus d'une certaine taille, donc par exemple si la taille est trop grosse, en général c'est la constante nApp threshold n'est pas vraiment une constante en pratique, mais si la taille qu'on demande dépasse ce seuil, du coup ce sera directement nmap qui est utilisé pour mapper des pages mémoire au sein de l'espace d'adressage du process. Et donc le chunk, on aura un pointeur qui sera alloué au sein des librairies partagées, mais ça dépend de comment est géré nmap par le kernel. Mais en gros, on aura une page qui sera allouée au milieu des pages libres. Maintenant, quand on libère un chunk, ici, on va libérer le chunk de taille 0x100, donc arbitrairement. Donc, ici, on n'a plus de lien de BSS vers ce chunk-là, et il est marqué en libre.
Donc on peut plus l'utiliser puisque bah, du coup on n'a plus de référence dessus. Et du coup on a une petite segmentation au niveau de la heap qui se forme. Donc ici on voit bah, on a des trous. Donc ça on va voir que ça peut poser problème. Et surtout bah, si on utilise seulement le top chunk pour servir des allocations, ça reste plus possible si on veut respecter les contraintes de consommation mémoire. Puisque bah, du coup on aurait un gaspillage massif au niveau de la mémoire, comme on ne pourrait pas réutiliser cette zone-là qui a été libérée auparavant. Donc il faut trouver un moyen pour garder la main sur les chunks qui ont été libérés et ensuite les redistribuer de façon efficace lorsqu'il y a une future allocation avec une taille qui match. Il y a un concept fondamental du coup aussi dans la JLibC qui permet bah, de tenir compte de tous ces chunks libres et ça s'appelle les bins. Donc ici pareil j'ai repris un schéma du wiki JLibC. Il est un peu ancien mais en gros on peut voir ça comme des armoires à chaussures. C'est-à-dire, c'est un exemple un peu bidon, mais on va stocker des objets de même taille, donc on peut voir la taille d'une chaussure, dans une armoire. Et comme ça, quand on veut allouer un nouveau chunk, on va directement aller voir là, on a l'armoire de taille concernée. Et si on a une dans l'armoire, bon, on va la prendre directement. Ça va éviter bah, d'aller récupérer dans le top chunk, qui peut être vu comme un entrepôt, ce genre de choses. Donc c'est vraiment voilà, des listes. En informatique, c'est des listes du coup, mais dans la vraie vie, ça s'appelle bah, une pile une pile de chaussures, quoi. Donc du coup, ces listes-là, donc c'est-à-dire leur tête, leur début, elles sont répertoriées dans une structure globale de la l'ellipsée qui est stockée dans la BSS de l'ellipsée, qui s'appelle la main arena. Donc arena, même principe que pour les threads. La main, c'est-à-dire que ce sera sur le thread principal, mais il peut y avoir plusieurs threads avec plusieurs arenas. Mais bon, pour pas compliquer la chose, on va passer. Donc il y a différents types de bins. Donc ça, c'est des raisons historiques pour des raisons de performance, etc. Et qui ont été rajoutées de façon incrémentale au fur et à mesure des versions de la libc. En l'occurrence, il y a le T-cache, qui veut dire per-thread cache, c'est-à-dire c'est un rapport avec le multithread, qui a été introduit dans la JLibc 2.20. Donc voilà, c'était malloc 2 avec les T-cache. Donc c'est un type de bin qui a été rajouté en 2.26 pour améliorer les performances et en particulier dans un contexte multithread. Puisque du coup, chaque thread va disposer de son propre tickage dans lequel il va pouvoir piocher. Et ça permet des allocations et des libérations très rapides, puisqu'il n'y a pas besoin de passer un lock sur l'arène, enfin, sur l'arena. Et du coup, ça dynamise la chose. Et comme ça va très très vite, bah, il y a moins de vérification de sécurité. Et donc ça, c'est plutôt pas mal pour nous, comme on va le voir un petit peu après. C'est matérialisé par des listes chaînées simples. C'est juste une liste qui se suit, quoi avec par contre 7 chunks maximum par liste. Donc c'est une constante, ça par contre pour le coup, qui est définie dans l'ellipse. Et c'est aussi une structure LIFO de chaîne, donc c'est-à-dire le dernier chunk entré, c'est le premier qui est recevable. Hop. Alors, et ensuite, voilà, ça va stocker des chunks de taille 0x20, donc 32 à 410, donc c'est 1040 octets, dont, ce sera en fait 64 listes indépendantes qui sont utilisables avec un écart de 10 octets entre chacune. Pour illustrer un peu ça, ah oui. Et leur tête est située, oui, la particularité, que leur tête n'est pas présente dans la main arena ici, mais du coup au début de la heap, via la structure Tcache Superfast Tool. Ça, vous pourrez regarder à quoi ça ressemble dans l'ellipse. Et en gros, c'est un chunk qui est alloué au tout début de la heap qui va tenir compte de les free lists Tcache. Et quand je dis free list, c'est pour dire que c'est une liste chaînée, quoi, qui contient des chunks free. Du coup, avec un petit schéma pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on va avoir la première Tcache bin, donc de taille 0x20, qui va pointer vers le premier chunk, donc c'est le dernier chunk qui a été libéré ici, et qui lui-même va pointer vers le chunk précédent qui a été libéré. Donc là, ici, on a libéré 8 en premier, puis 8. Du coup, ça forme cette liste chaînée qui va contenir deux chunks qui sont libérés. Du coup, quand on refait une allocation sur 0x20, on va parcourir cette chaîne, on va prendre le premier qui vient, et ensuite, on va rétablir la chaîne avec le pointeur vers l'autre chunk. Ensuite, il y a l'efface bin, donc c'est ça répond à la même problématique que les Tcache, mais sans l'aspect multithread, c'est simplement pour aller vite. Donc ici, ça va être juste des chunks de petite taille. C'est en général, voilà, c'est une globale dans l'ellipse qui correspond à 160 octets en 64 bits, mais en 32 bits, c'est deux fois moins du coup. Et ça se matérialise aussi par des listes chaînées simples en LIFO. C'est-à-dire que si on, comme j'expliquais avant, le dernier chunk qui est libéré, c'est le premier qui sera réalloué. Et le fonctionnement est fait pour qu'il y ait très peu de code qui soit exécuté par la LIT. Du coup, que les allocations soient rapides. Donc aussi, il y a assez peu de vérification de sécurité puisque ça doit aller vite. Et en gros, ça a été introduit dans la LIT en version, je ne sais plus combien, 2.19 peut-être. Puisqu'ils sont remarqués qu'en fait, les allocations qui étaient le plus demandées, c'était des petites allocations.
Donc avec ce système, ça permet de grandement améliorer la performance de l'ellipse. Ensuite, là, on rentre un peu plus dans des choses plus complexes à saisir, mais bon, c'est pas grave. Au pire, il y a toujours de la documentation qui reste si vous voulez regarder à tête reposée. Mais on va avoir un autre type de bin qui s'appelle l'unsorted bin. Donc là, la particularité, c'est que ça contient des chunks récemment libérés de tailles variées, mais qui n'ont pas pu être placés dans les tickage bin ou fast bin. Donc voilà, c'est une autre bin encore qui est répertoriée par la JLC, par la main arena du coup. C'est une seule bin. Là, il y a pas plusieurs bins qui vont contenir des tailles différentes. Elle va contenir voilà, elles vont contenir des chunks de tailles variées. Et la particularité, c'est que comme il y a une seule bin, bah, c'est une liste doublement chaînée qui contiendra plusieurs tailles en fait, de chunks qui ont été libérés. Ces chunks-là, en fait, c'est un espèce de. Ça sert à mettre en cache un peu ces chunks, puisque comme son nom l'indique, c'est unsorted, ça veut dire que les tailles ne sont pas triées au sein de cette liste. Et par contre, à la prochaine allocation, il y aura un algorithme de tri qui sera déroulé et qui va mettre les chunks dans d'autres bins spécialisés qu'on va voir après. Donc, ces bins-là s'appellent les small bins et les large bins. Donc, ce sera les listes finales qui ont le plus grand temps d'accès en termes de performance. Et donc, les blocs sont de taille variée, donc petites pour les small bins, grandes pour les large bins, logique. Et là, c'est le même principe, c'est des listes doublement chaînées, mais par contre, elles sont triées par range de taille. C'est-à-dire qu'il va y avoir une taille de taille A vers une taille B. Ensuite, dans une autre bin, il y aura une taille C vers une taille D. Et ça de façon croissante. Ça permet à l'allocateur de parcourir rapidement pour trouver un chunk d'une taille qui convient. Là, du coup, pour nous, c'est un peu plus embêtant puisque les vérifications de sécurité sont un peu plus poussées. Comme il y a moins besoin de performance puisque c'est les listes qui sont parcourues un peu en dernier recours. Et il y a certaines différences de fonctionnement entre les small beans et les large beans, mais elles ne sont pas expliquées ici pour rester simple. Alors, donc, un petit mot sur l'algorithme d'allocation, puisqu'il est assez complexe quand même, on va pas se mentir, surtout bah, avec toutes les versions d'Ellipse qui évoluent. Mais en gros, l'ordre de recherche quand on va allouer un chunk, au début ce sera dans le T-cache. Si il y a un chunk qui match dans le T-cache, on va l'allouer. Sinon, c'est dans les fast beans. Ensuite, dans l'unsorted bin, puis dans les small beans et large beans, et enfin dans le top chunk. Donc ça, c'est vraiment l'ordre fondamental dans lequel va aller chercher l'allocateur pour servir un chunk. C'est important à mémoriser, puis comme on va le voir après dans l'exploitation, puisque c'est ce qui va nous permettre de essayer de manipuler où est-ce qu'on sort les chunks, etc. pour faire nos exploits. Je suis resté assez évasif sur l'algorithme, parce qu'il est très bien écrit sur plein de ressources, donc notamment le wiki malloc internals, et surtout dans le code de l'ellipse. Donc là, c'est vraiment écrit noir sur blanc comment il fonctionne, mais c'est un peu plus tricky à lire peut-être. Mais bon. Maintenant, on va parler des classes de vulnérabilité. Donc, quel type de vulnérabilité peut être exploité sur la HIP et pourquoi en fait la HIP est si différente de la stack en termes de vulnérabilité. Donc, en premier temps, on va prendre le plus simple, donc c'est le hip buffer overflow que vous avez sûrement vu sur des CV ou quoi. C'est simplement comme un stack buffer overflow, une écriture linéaire en dehors des bornes d'un buffer qui lui est alloué dynamiquement. Donc, par exemple, si on prend ici le message, il est alloué via malloc. Et ensuite, il y a la fonction getS qui est utilisée pour simuler un hip buffer overflow. Et du coup, on va pouvoir déborder de ce buffer, puisque bah, on ne prend pas en compte la taille, et on va pouvoir faire des choses. Sauf que, contrairement à un stack buffer overflow, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va écraser. Bah, la heap, ça bouge, c'est vivant, donc on peut pas vraiment savoir avec un premier coup d'œil ce qui va se passer juste après. Enfin, dans ce cas-là, puisque là, c'est juste une chaîne qui est allouée. Après, il peut y avoir des structures où on peut juste overwrite des champs qui sont situés après, enfin, après au niveau de l'objet. Mais là, en l'occurrence, on ne sait pas ce qu'on donne à overwrite. Donc, le but, ça va être d'écraser un objet précis dont on veut corrompre, quoi, et de manière déterministe. C'est-à-dire qu'on veut être sûr de, quand on overflow, on veut réécrire cet objet. Ensuite, il y a les OOB, donc pareil, même principe qu'un OOB classique. Ça va être un accès mémoire en dehors en dehors des bornes d'un buffer, mais qui lui est alloué dynamiquement. Donc en gros, bah, si on a accès, par exemple, ici dans le code, on va allouer un tableau avec malloc, et on va pouvoir laisser le choix à l'utilisateur de spécifier un indice et une valeur. Donc là, on a un beau OOB write, donc ça va permettre d'écrire à un indice qui est en dehors des bornes du tableau. Donc là, on va être là, et pareil, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais ça offre des primitives puissantes, parce que ça permet de cibler avec précision, et comme c'est un accès relatif via un index, bah, ça peut permettre de contourner ASLR. Ensuite, le fameux user for free, donc pareil que vous avez dû voir sur des CV ou quoi. C'est un accès en lecture, écriture ou whatever à une ressource qui a déjà été libérée. En gros, le problème, c'est que la référence vers la ressource n'a pas été réinitialisée. J'entends mettre à nul. Et du coup, il y a toujours un pointeur qui se balade, qui s'appelle un dangling pointer, mais qui pointe vers une zone où on ne sait pas trop ce qui se passe dessus.
Donc en gros, on a ça. Ça, c'est un pointeur qui pointait initialement sur une ressource, mais sauf qu'il n'a pas été réinitialisé. Du coup, bah, ça pointe toujours vers quelque chose et on ne sait pas trop ce que c'est. Niveau code, en fait, le problème, c'est que par exemple, ici, on affecte voilà, pointer à dummy pointer. Quand on free, on nulle bien le pointer, mais on oublie de nullifier le dummy pointer. Et du coup, si on a un moyen X ou Y d'y accéder, donc là ici en write, et ben on va pouvoir écrire sur xdeadbeef à cet endroit-là et on ne sait pas trop ce que c'est. Et ça peut amener à des choses très, très dangereuses. Donc voilà, ce qui se trouve à la place pardon, de l'objet libéré, ça peut être un autre objet ou aussi un emplacement libre. Mais ça, on ne sait pas. En gros, il va falloir faire un peu de travail pour rendre ça déterministe. Et ensuite, double free. Donc là, voilà, c'est une espèce de variante d'un user for free. C'est la libération multiple d'une même ressource, donc free after free. Donc, par exemple, sur ce bout de code, ici, on a une fonction qui va par exemple, vérifier l'intégrité d'un message. Si ce message n'est pas correct, bah, du coup, il va être libéré et on va aller à end. Sauf qu'à end, ici, on refree un bout de message. Enfin, on refree le message, en fait. Et donc, du coup, comme là, message n'a pas été libéré, bah, du coup, on va le free deux fois. Ça peut être exploité par un attaquant dans certains cas, mais ça dépend de pas mal de choses. Notamment parce que ce qui est libéré, ça peut être soit un emplacement vide. Donc bah, là, en l'occurrence, ce sera un emplacement vide puisqu'il n'y a pas de code qui vont allouer d'autres choses. Mais ça peut être une ressource qui a été allouée à la place entre-temps. Et là, ça peut être sympa parce qu'on obtient en cascade un user free sur l'autre objet qui a été alloué. Donc ça peut être sympa. Donc maintenant, une fois qu'on a vu les classes de Vue, on va voir un peu les techniques d'exploitation sur le tas. Enfin, certaines techniques puisque c'est impossible de tout expliquer en une conférence. Je regarde juste si tout va bien. Ok, OBS est toujours up. Donc voilà, au niveau de l'exploitation IP, déjà il y a plusieurs approches du coup. Comme on a vu les vulnérabilités, euh, ça va vraiment dépendre du contexte du programme et de ce que va faire le programme en amont, et ce qui est présent sur le tas. Donc en première approche, on peut déjà essayer de corrompre des objets qui sont utilisés par le programme. Ça peut être des structures, donc par exemple, je sais pas, une structure qui va référencer username, mot de passe d'un utilisateur. Donc là, il y aura deux pointeurs dedans. Et le but, ça va être de choisir des structures qui contiennent des champs intéressants à corrompre. Par champ intéressant, j'entends des pointeurs. Parce que bah, forcément, c'est quelque chose d'assez dangereux si on arrive à corrompre un pointeur. Ça peut être de fonctions ou de données. Fonction, limite, ouais, je sais pas si c'est mieux, mais ça permet directement de prendre contrôle du PC, quoi, enfin, du code d'exécution du programme. Et aussi les pointeurs de données. Donc là, ça peut être intéressant pour obtenir des primitives read write. Voilà, donc on peut choper des bonnes primitives. Aussi, voilà, il y a les types, on peut réécrire, puisque bah, on peut essayer de déclencher une autre vulnérabilité à partir de ça. Si on met une type, si on réécrit une type par exemple, à une très très grande taille, bon, on peut avoir un autre buffer overflow à partir d'une première vulnérabilité. Faut être assez créatif. En fait, il y a plein d'issues possibles dans l'exploitation. Et donc, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce domaine. Mais malheureusement, des fois, il n'y a pas des objets qu'on peut utiliser ou juste qui sont intéressants. Euh, c'est comme ça. C'est très courant en CTF, puisque bah, en général, il va y avoir un tableau de chaîne, enfin, de notes, quoi. C'est la mode, il y a pas mal, enfin, il y a quelques années quand même, d'avoir des challenges où en gros, c'est juste un menu où on peut rajouter, supprimer, éditer, afficher des choses en sécurité. Et du coup, bah là, si on exploite les structures internes de l'allocateur, ça dépend entièrement de l'allocateur qui est utilisé derrière, et mais aussi du contrôle sur l'APE qu'on va avoir. Donc, ça dépend de la liberté, si on peut malloc avec des tailles arbitraires ou pas, et si on peut free à notre guise. Mais globalement, on va retrouver un schéma assez classique d'exploitation, mais encore, ça dépend de beaucoup de choses, et du contexte et du programme en général. Mais bon, dans un premier temps, on va avoir une espèce de préparation de l'APE pour faire en sorte que les objets soient bien placés pour quand on déclenche les vulnérabilités, bah, on les corrompt et que ça fasse des choses qui sont contrôlées par nous. Ensuite, si à l'ASR, on va essayer de liquer des adresses, donc notamment ça peut être du binaire ou sur la HIP ou dans la UC, déjà une première vulnérabilité. Ensuite, on va avoir une autre phase de préparation de la HIP pour préparer la prochaine étape et qui va être en fait juste une écriture arbitraire en mémoire donc via une ou plusieurs autres vulnérabilités. Et ensuite, à la fin, le but, c'est d'obtenir une exécution de code arbitraire ou de commande arbitraire en fonction de ce qu'on veut. Et donc ça, c'est le Graal. Et à partir de ça, eh ben, on va pouvoir avoir un shell et là, on a gagné. Alors, la phase de préparation de HIP, il y a une petite phase d'analyse à faire en amont, avec soit du reverse, soit de la lecture de code, et voir en fait ce qu'on peut allouer, ce qu'on peut libérer, comment on peut le contrôler, etc., comment on peut le reach. Donc ça, c'est assez important de faire cette étape d'analyse au début et de ne pas se plonger directement dans l'exploitation parce qu'on peut perdre du temps.
Donc voilà, faut identifier euh, est-ce qu'on peut faire des allocations de taille contrôlée ou autant qu'on veut, est-ce qu'on contrôle la durée de vie et ce genre de choses. Il y a certaines techniques qui sont connues et utilisées, donc, notamment le hip spraying que vous avez peut-être entendu. C'est assez courant de le faire à l'époque sur les navigateurs en particulier. Mais c'est une technique qui permet globalement d'améliorer la probabilité de succès d'une exploitation sur le tas. Et ensuite, il y a le hip shaping, bon, il y a plusieurs noms, grooming, massaging, feng shui, qui va lui faire en sorte de faire des allocations ou des opérations de façon beaucoup plus précise sur la hip pour obtenir ce qu'on veut. Et donc, faut prendre en compte aussi le mécanisme interne de l'allocateur pour vraiment que ça se déroule comme on veut et pixel perfect, quoi. Et ces techniques, bah, ça nécessite un bon contrôle sur les allocations et libérations des objets. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre bien le temps d'identifier les points de contrôle sur ces allocations. Donc je vais illustrer donc, le use string par exemple. Donc dans un premier temps, on va allouer plein d'objets victimes qu'on appelle, c'est les objets intéressants à corrompre. Ah oui, donc pardon. Ça c'est un scénario dans le cas d'un heap buffer overflow, donc d'une vulnérabilité où on peut déborder d'un buffer. Donc on alloue plein d'objets victimes. Ensuite, on va en libérer un. Donc il y aura une segmentation dans le tas qui sera faite. Mais on verra que, enfin, il y a beaucoup de chances pour que cet objet soit entouré du coup d'objets victimes et qu'on puisse l'utiliser. Ensuite, on vient allouer notre objet vulnérable, donc c'est-à-dire dans lequel on peut trigger notre heap buffer overflow. Et ensuite, bah, quand on exploite la vulnérabilité, on va pouvoir déborder dans l'objet victime qui est intéressant à corrompre. Il peut y avoir des pointeurs, etc. Et là, en gros, on augmente nos chances d'avoir un objet victime juste après. Ça, c'est le principe du hip spring. C'est assez grossier, mais ça marche pas mal de proba, quoi. Mais bon, faut voir aussi comment le locateur fonctionne un peu derrière. Il peut y avoir des subtilités. Ensuite, je détaille pas le hip grooming ou massaging ou ce que vous voulez, puisque c'est très propre à une exploitation. Et bon, ça consiste vraiment à faire des opérations précises, à prendre le contexte actuel de l'objet et pour déterminer en gros quelles opérations faire pour nous faciliter la vie et avoir des objets victimes qui sont juste à côté de ce qu'on veut corrompre. Ensuite, au niveau des ligues d'adresse, donc ça permet de contourner ASLR quand il est activé. Donc, alors, en général, sur tous les systèmes récents, il y a ASLR, mais bon, on peut avoir des surprises. Donc alors, pour certaines étapes, il va falloir des ligues d'adresse de tas, par exemple, si on veut corrompre un pointeur, on peut faire pointer ce pointeur vers des données de tas. Donc là, il nous faut une adresse de tas. Donc, va nous falloir une vulnérabilité quand même, puisque c'est pas gratuit, qui nous permet de lire des données à l'intérieur de l'IP, à l'intérieur de l'IP. Donc, par exemple, on peut avoir un message ici qui est lu qui est lu depuis stdin, tout simplement, qui est pas null terminated, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'octet nul qui est mis à la fin. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis ce -1? Bon, c'est pas grave. Mais normalement, il n'y a pas de -1. Et ensuite, on affiche le message. C'est-à-dire que si on remplit le buffer de 0x40, ben, on va pouvoir liquer les données qui se trouvent à l'intérieur de ce buffer, qui sont non initialisées. Mais aussi, on peut liquer les données à la fin de ce buffer. Oui, voilà, j'ai mis ce -1, puisqu'en fait, il est quand même possible de liquer des données à l'intérieur de ce message. Puisque quand malloc est exécuté, les données ne sont pas initialisées ou mises à zéro, en fait. Donc, on peut récupérer des pointeurs qui ont été écrits là, dans le chunk, mais quand il est ralloué, donc on peut les liquider. Ou sinon, avec un autre cas de figure, on peut avoir un heap buffer overflow ici, que bah, on contrôle la size qui est faite sur le read. Et quand on va afficher le message, bah, du coup, on va afficher tout ce qu'on a écrit dans le chunk, et donc on peut liquer des données en dehors du chunk. Donc, par exemple, ça peut être des pointeurs présents dans d'autres chunks. Donc ça dépend. Alors, donc, au niveau du tickage, comme on a vu, c'est des simples linked list, donc avec un seul pointeur. Et le scénario ici, c'est qu'on a un accès en lecture vers un chunk libéré, donc avec un user starté par exemple. Et ça permet ici de liker un pointeur de heap si la bin cache a au moins deux chunks dans sa liste. Donc comme l'exemple qu'on a vu avant. Puisque bah, du coup, si on lit vers ce chunk libéré, bon, on va avoir le pointeur qui va pointer vers le chunk suivant qui sera pris. Et donc on va pouvoir liker une adresse de tas. À noter que cette technique n'est valable juste avant 2.32, puisqu'on va le voir après, il y a une mitigation qui a été ajoutée. Après 2.32, il y a ce qu'on appelle le safe linking qui a été rajouté. Donc c'est un mécanisme qui permet de protéger les freelists, enfin les tickages bin en fait dans le heap. Et en gros, ça va être un mélange de shift et de XOR à partir d'adresses heap. Donc il faut avoir un leak ASLR pour bypass cette protection. Mais il y a eu des techniques qui ont été trouvées. Dans le cas d'un accès lecture, donc pareil, même scénario qu'avant, pour récupérer un leak heap à partir d'un leak d'un pointeur protégé. Donc voilà. Cette protection a plus été mise en place
pour forcer l'attaquant à avoir un leak avant de faire son exploitation. Mais en gros, si on peut linker pardon, des pointeurs qui sont safe linkés, bah, on peut récupérer un leak et à partir de là, on peut bah, corrompre les freelistes de Tcache. Je vous l'ai linké ici, donc c'est sur un repo qui s'appelle OutHip que je vais linker après. Ensuite, on peut aussi liker des adresses IP à partir de listes chaînées Fastbin, puisque c'est le même principe que pour le Tcache, c'est des listes chaînées IPO. Donc, même principe, voilà. Sauf qu'il n'y a pas le safe linking. Ensuite, dans l'étape de l'exploitation, il est très probable qu'on ait besoin de liquer des adresses IPC, puisque bah, il y a plein de choses intéressantes à corrompre dans la l'IPC. Et donc, si on veut écrire n'importe où, la l'IPC, c'est une bonne target. Donc, alors, au niveau du Tcache, donc, comme on l'a dit avant, il y a 7 chunks qui sont au maximum, qui sont listés dans la liste. Et donc, au bout du 7e chunk, en fonction de la taille, le chunk peut être amené à être placé dans l'unsorted bin. Et donc, du coup, voilà, c'est dans une phase bin ou la sorted bin. Mais ici, si sa taille en fait dépasse max phase size, qui est la taille maximale des phases bin, bah, il va se retrouver dans l'unsorted bin. Et comme l'unsorted bin est référencé dans une section de la lipsée, bah, du coup, on va avoir deux adresses lipsées qui vont se mettre à la place du chunk. Donc là, on va allouer 8 chunks, donc 7 plus 1. Ensuite, on va libérer ces 8 chunks. Donc il y aura 7 chunks qui seront placés dans une Tcache bin. Donc elle sera pleine. Et le 8e chunk qui est libéré, il va se placer dans l'unsorted bin. Donc il va avoir des pointeurs, deux pointeurs, puisque c'est une liste doublement chaînée, qui va pointer vers l'ellipsé. Et donc si on arrive à avoir un accès de lecture après qu'il soit free, et ben, on peut liker un pointeur ellipsé. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental dans l'exploitation HIP. Vraiment, le leak ellipsé, c'est un peu le Graal, puisqu'à partir de là, on peut vraiment commencer à travailler et à essayer de faire des choses qui vont nous permettre d'avoir RCE derrière sur le challenge, ou le binaire, ou n'importe. Euh, alors, voilà, bah, l'unsorted bin, en gros, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais le premier chunk de l'unsorted bin, en fait, ouais, faut qu'ici, ce soit le premier chunk de l'unsorted bin qui soit affiché, puisque bah, c'est lui qui va directement pointer vers l'ellipse. Il peut y avoir aussi le dernier, puisque bah, c'est une liste doublement chaînée, donc il y aura un forward et un backward. Enfin, il y aura deux pointeurs qui vont référencer le début et la fin de la liste. Enfin, le prochain chunk, pardon, et le chunk d'avant. Je m'embrouille un peu. Donc voilà. Ensuite, vous avez sûrement, si vous êtes un peu intéressé à l'exploitation IF ou au write-up CTF.com, vous avez sûrement vu des techniques qui s'appellent House of quelque chose. Donc on peut nommer House of Force, House of Spirit ou Einarja. En gros, c'est juste la nomenclature est un peu mystique et particulière, parce qu'il fait référence à un article fondateur qui s'appelle The Malloc Maleficarum, qui a été publié en 2003, je crois, 2001 ou 2003. Donc c'est assez vieux pour le coup. Et en gros, depuis lors, ils ont conservé la nomenclature des techniques et du coup, il y a pas mal de house of qui sont. En gros, c'est des techniques qui permettent d'obtenir une primitive qui est utile dans l'exploitation d'un binaire à partir de préconditions spécifiques. Donc, c'est vraiment pour House of Spirit, il y a besoin de ça, 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 Energy, ça, 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 et en particulier une vulnérabilité. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs, ça dépend. Aussi, ça nécessite un bon contrôle sur la HIP, donc opération malloc free contrôlée, de taille contrôlée, etc. Puisque bah, certaines house of sont plus demandantes en primitive que d'autres, etc. Donc, par exemple, on peut obtenir un defined write, ce que j'appelle ça, c'est genre une écriture vers un endroit qu'on contrôle, mais avec une valeur qu'on ne contrôle pas. Ensuite, on a un allocate anywhere, c'est-à-dire qu'on peut forcer malloc à retourner un pointeur qu'on craft nous-mêmes. Donc, ça permet d'avoir, dans certains cas, une écriture arbitraire, donc un write write where. Mais aussi, dans certains cas, la house of détaille directement le chemin vers l'exécution de code arbitraire, donc l'arbitraire des codes d'exécution. Et ça, en général, c'est assez cool. Après, les house of, c'est bien de les connaître, c'est bien de savoir que ça existe, mais vraiment, le plus important, c'est de comprendre comment l'allocateur fonctionne pour pouvoir se dépatouiller avec les primitives qu'on a dans un binaire ou sur un challenge, quoi. La house of, c'est vraiment des choses qui peuvent marcher, enfin qui marchent, c'est sûr, et qui peuvent être réutilisées. Mais des fois, bah, il n'y en a aucune qui matche bien. Il faut se creuser un peu les méninges pour voir comment exploiter un programme. On va prendre un exemple quand même, histoire d'illustrer le propos. Donc là, ici, elle s'appelle Tcache House of Spirit. Donc c'est un dérivé de House of Spirit, mais avec les Tcache. Donc le repos Outweek, pareil, bah, il recense les différentes techniques d'exploitation qui sont connues. Enfin, pas toutes, mais celles qui sont publiées en tout cas. C'est l'équivalent d'un free arbitraire, c'est-à-dire on peut passer n'importe quel pointeur vers free. Donc, par exemple, si on overflow dans une structure qui a un pointeur, et que quand cette structure est libérée, ben, elle va free ce pointeur qui est corrompu, ben, du coup, on va pouvoir, la précondition est matchée. Donc ça, c'est assez cool. Et les conséquences de cette technique, c'est qu'on va pouvoir allouer un chunk arbitraire au prochain malloc de la taille ciblée. C'est-à-dire, quand
quand on va free un chunk d'une adresse arbitraire, on va contrôler les données en cette zone-là pour former un faux chunk free, enfin, un faux chunk en utilisation, pardon, donc en précisant sa taille, etc. Et du coup, quand il sera free, il sera ajouté à la Tcache associée. Et donc, il sera retourné lors du prochain malloc. Donc, c'est une technique très très puissante, ça, et qui est vraiment simple à mettre en place. Donc, c'est pas mal pour commencer. Et voilà, donc on peut avoir une écriture arbitraire si ensuite on peut contrôler le contenu du chunk qui est retourné par le malloc. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le fameux Tcache poisoning. Donc, là, je prends que des exemples avec les Tcache, puisque comme j'ai mentionné avant, il y a vraiment assez peu de checks de sécurité qui ont été implémentés. Bon, un peu plus à partir de la boîte 2.32, mais ça reste quand même assez faible par rapport aux autres bins. Euh, Hop, je regarde juste s'il n'y a pas OBS, c'est bon. Donc du coup, le principe, c'est juste de corrompre la liste chaînée d'une Tcache list. Voilà. Donc par exemple, avec un buffer overflow, si on overflow dans un chunk qui est free et qui est au milieu d'une liste Tcache, ben, on va pouvoir corrompre cette liste et ensuite faire pointer la suite de la liste vers où on veut. Ça nécessite au moins deux chunks dans le Tcache, puisque bah, du coup, il faut bien qu'il y en ait un qui pointe vers un autre. Et ensuite, à partir de là, bah, si on corrompt enfin, le deuxième chunk, enfin, si on corrompt, pardon, le pointeur du premier chunk libre, bah, du coup, on contrôle où sera alloué le prochain chunk. Et donc, du coup, au prochain malloc de la taille ciblée, même principe, on va pouvoir allouer où on veut. Ensuite, une fois qu'on a notre écriture arbitraire, donc qui peut être obtenue par Tcache poisoning ou autre technique, on va essayer de voir comment on peut transformer bah, une écriture arbitraire en exécution de code arbitraire. Donc, avant l'ellipse 2.34, il y avait des variables globales qui étaient très très intéressantes dans l'ellipse, qui s'appellent respectivement freehook, mallochook et realloc-hook, il me semble. Euh, donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est juste des pointeurs de fonction qui sont exécutés par ellipse free au tout début de la libération d'un chunk. C'est-à-dire que si le pointeur n'est pas nul, bah, il exécute cette fonction. Et en prime, en passant le premier paramètre de la fonction, en gros, c'est le chunk qui est free. Donc c'est une aubaine pour nous. Parce que ça veut dire que si on contrôle freehook, bah, on peut juste simplement faire free notre chunk. Enfin, si on remplace voilà, freehook par système, quand on va faire free de notre chunk, bah, ça va juste appeler système de binsh par exemple, si on free binsh. Et à partir de là, bah, on a un shell qui pop et on est hyper content. Puisqu'en un seul write, on a réussi à avoir code exec. Et donc ça, c'est cool. Il y a des problématiques. Bon, puis il y a certains binaires ou certains challenges en l'occurrence, où il y a des règles seccomp qui peuvent être mises en place. C'est en gros des règles qui sont appliquées par un binaire et qui permettent de limiter la surface des syscalls qui sont appelés par le binaire. Donc notamment si execve est bloqué, on ne pourra plus utiliser le système aussi simplement. Donc on peut essayer de trouver d'autres combines, toujours avec FreeHook. Donc par exemple, si on remplace FreeHook par un gadget de stack pivot, donc par exemple le set contact gadget qui est assez connu, que je vous ai linké au cas où, mais je ne vais pas détailler. Ça permet juste de pivoter, enfin de contrôler tous les registres à partir de données qui sont pointées par RDI ou RDX, ça dépend de l'ellipse. Ou des one gadget aussi, ça peut marcher, il faut voir si les préconditions sont remplies. Et sinon, dans le pire des cas, on peut essayer d'écrire une rope chain plus haut dans la stack, via notamment un buffer qui est stocké sur la stack. Ça peut être un truc pour lire du texte quoi, ou lire un nombre. Et ensuite, on pivote grâce à un petit gadget ADRSP quelque chose pour tomber dans notre rope chain et ensuite bah, avoir code exec via du rope. Là, ça nécessite deux allocations arbitraires. Un pour liquer la stack, puisque bah, on part du contexte où il y a SLR et tout, donc on ne sait pas où est la stack. Et donc, faut, euh, faut pouvoir contrôler où est-ce qu'on va écrire dans la stack et un autre aussi pour péter FreeHook. Donc voilà, ça nécessite plus de travail, mais c'est quand même possible en fonction des conditions. Ensuite, après la 2.34, malheureusement, il y a tout ce qui est FreeHook, Mallochook, etc. Ça a été supprimé, donc ça n'existe plus. Et donc, il faut trouver d'autres techniques. On peut essayer d'utiliser, enfin, de faire une rope chain dans la stack du binaire, comme j'ai précédemment. Sauf que là, bah, au lieu de voir write FreeHook, on va directement se réécrire dans la stack pour aller péter une adresse de retour d'une fonction et ensuite bah, enchaîner sur une rope chain et contrôler ce qu'on veut. Aussi, on peut aller target des structures de fichiers. Donc, c'est une target qui a été beaucoup, beaucoup documentée ces dernières années et qui est très, très utile puisqu'elle elle permet d'obtenir arbitrary write, arbitrary read et code exec. Donc, un peu le Saint Graal, mais bon, c'est une mécanique un peu plus compliquée à utiliser, mais il y a pas mal de ressources qui sont disponibles. Il y a notamment aussi le repo de Nobody Nobody, cher contributeur Rootme, depuis de nombreuses années, et qui a documenté sur son GitHub tout simplement plein de méthodes pour avoir une code exécution sur les dernières libc à partir d'une écriture arbitraire. Donc ça, c'est cool. Ensuite, donc, d'un côté un petit peu plus pratique, on va avoir besoin enfin, on a toujours besoin d'outils.
pour nous faciliter la tâche et être beaucoup plus efficace. Notamment, vraiment ce que je vous conseille absolument, c'est d'avoir des extensions GDB, notamment Jeff, dont Fork de Bata 24 qui rajoute plein de features. C'est un GDB un peu qui sera vraiment sous stéroïde, avec plein de features de visualisation, avec un workflow beaucoup plus propre. Il y a aussi PwnDBG qui fait très bien le taf, donc ça dépend, vraiment tester les deux et faites comme vous voulez. Et ensuite, comme outil, on peut utiliser Elixir, qui est fait par Brooklyn, et qui permet en fait de browse dans le code source ça peut être du kernel, de la libc et tout. Et en l'occurrence, nous, c'est la libc qui nous intéresse. Donc ça permet de parcourir la libc avec les symboles, etc., de jumper de fichier en fichier, voir les cross-références et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, donc voilà, globalement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites, mais c'est pour faire quelque chose assez simple et pour vous encourager à aller creuser derrière d'autres techniques d'exploitation. Mais bon, là, si vous êtes un peu perdu, c'est normal. Enfin, il y a beaucoup d'informations, c'est assez complexe, mais la clé, c'est vraiment de pratiquer et de pratiquer, de lire de la doc, de lire le code, de pratiquer. Vraiment, ça, il n'y a pas de secret. Alors, donc, quelques tips and tricks si vous voulez vous mettre un peu à l'exploitation IP plus en mode CTF, là, pour le coup. Euh, donc, en général, sur les challenges, on va avoir une libc qui est donnée. Donc, ça peut être sur Rootme, c'est dans le SSH, par exemple. C'est la libc qui est du coup importée par le binaire. Donc, on va pouvoir la récupérer. Et ensuite, reproduire le même setup en local pour pouvoir travailler avec les mêmes offsets en remote, etc. Donc, pour changer la libc qui est utilisée par un binaire qui est compilé en dynamique, du coup, on va pouvoir utiliser Patchelf, c'est un outil assez connu qui permet de modifier les attributs d'un help, d'un exécutable. Et donc, on va pouvoir modifier l'interpréteur qui est utilisé, enfin, c'est-à-dire le loader, quoi. Et aussi les librairies qui sont chargées, et notamment la libc. Donc, si on récupère le loader ainsi que la libc du système qu'on veut attaquer, on peut le patcher dans le binaire, et du coup, le binaire maintenant sera linké avec le bon loader et ensuite la bonne libc. Un petit point d'attention, c'est que le loader doit être la même version que la libc, parce que sinon il y aura des différences et ça va cracher. Donc si vous avez une libc 2.31, vous prenez un LD 2.31. Et en général, sur le système, vous pouvez récupérer directement. Après, ça peut arriver qu'en CTF, en CTF, ouais, il y a juste la libc qui soit livrée. Donc ce que vous pouvez faire, c'est identifier la version de la libc en faisant un strings dessus, en grippant GNU, GNU. Et à partir de là, genre, récupérer le loader soit dans un conteneur Docker, comme on va le voir après, ou soit n'importe où sur le net. Il y a un autre outil qui s'appelle Polyinit aussi, qui a été développé justement pour les CTF, tout ça. Et ça va automatiser tout le travail qui est beaucoup plus manuel ici. Et notamment aussi unstrip la libc, c'est-à-dire essayer de récupérer les symboles et les appliquer sur la libc. Et ensuite télécharger le loader qui correspond à la version de libc. Donc c'est vraiment un outil qui fait gagner du temps en CTF et qui nous permet d'avoir un workflow beaucoup plus élégant. Donc, pour récupérer la libc, quand, euh, quand il n'y a que la libc qui est fournie, par exemple, euh, ouais, non, moi juste voilà, c'est ce que je vous ai dit plus haut en fait. Par contre, voilà, pour récupérer le loader qui correspond à la libc, là il y a un peu plus de travail puisque faut le récupérer soit sur le net, mais moi ce que j'aime bien c'est le récupérer dans des conteneurs Docker, parce que il y a les images Ubuntu en fait qui référencent plusieurs versions de libc, donc c'est vraiment pratique. Vous récupérez juste ce fichier-là que vous copiez à partir du Docker, et ensuite vous avez votre loader. J'ai mis un petit tableau correspondance des versions libc avec les versions d'Ubuntu pour savoir quelle version d'Ubuntu sélectionner dans Docker. Donc là, on peut voir que en 24.04, il y a la dernière version de libc qui est 2.39. Bon, là, moi, je suis en 22.04, donc j'ai la 2.35 et donc je peux faire ça directement via Docker. Et sinon, si ça marche pas ou que vous n'avez pas la bonne libc ou quoi, utilisez Polyinit et croisez les doigts pour que ça marche. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif. Ouais. En gros, realloc, c'est une fonction qui peut être utilisée pour littéralement réallouer un objet. En interne, il va y avoir des mécanismes un peu complexes pour réallouer cet objet-là. Mais il y a quelques spécificités qui peuvent être prises en compte pour l'exploitation ou même trouver des vues avec realloc. Du coup, si la taille qu'on lui met ici, elle est 0 mais le pointeur n'est pas nul, ça va faire comme si on resizait un objet à 0 mais donc on va le free derrière. Donc ça, c'est assez efficace puisque si on n'a pas de free mais qu'on n'a qu'un realloc, on va pouvoir realloc avec une taille de 0. Et donc là, on va pouvoir faire notre free. Par contre, si le pointeur est nul et que la size n'est pas nulle, ça équivaut à un malloc. Donc c'est assez versatile, ça peut changer de comportement en fonction de ses paramètres. Et ensuite, bon là, je vous ai mis ça par écrit, mais bon, c'est pas tellement important. C'est juste que si on va mettre une taille qui est supérieure à la taille précédente d'une chunk, il va allouer un nouveau chunk et copier les données. Et l'ancienne chunk est libérée. Et par contre, si la taille est inférieure à la taille d'avant, si la nouvelle taille est inférieure à la taille d'avant, le chunk est split en deux et du coup, la première partie est retournée à l'utilisateur. Pareil pour calloc ou calloc.
Initialement, c'est une fonction qui permet d'allouer un tableau de type donné, enfin, avec des membres d'une taille donnée. Et c'est globalement l'équivalent d'un malloc avec n membres, donc le nombre de membres, fois la taille de ces membres. Sauf que la particularité, c'est que ça va initialiser la mémoire à 0 derrière, et aussi ça va prévenir des integer overflow, puisque là il y a une multiplication. Et si par exemple n mem on le contrôle, bah, on peut essayer d'overflow la multiplication pour faire en sorte que bah, la taille du malloc soit beaucoup plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Mais il y a d'autres spécificités donc, qui sont un peu plus dans les internes de la glibc. En l'occurrence, ici, ça va bypass totalement le petit cache et ça va directement taper dans les phases bin et dans tout ce qui suit après. Donc voilà, il y a quelques cas spécifiques à prendre en compte. Mais voilà. Aussi, dernier petit tips and trick que je trouve vraiment sympa, c'est que comme on l'a vu un peu avant, les très grandes chunks dont la taille est supérieure à nmap threshold, quand on les malloc, ils sont alloués via nmap derrière. Et les pages mémoire qui sont allouées via nmap, bah, elles sont placées dans l'espace des librairies partagées. Et en l'occurrence, ça peut arriver que ce soit avant le mapping de l'ellipse. Et donc, du coup, si on a un OB au sein d'un chunk, ça peut être un OB read, un OB write, bah, on va pouvoir directement taper dans l'ellipse, puisqu'on connaît l'offset entre les deux. Et à partir de là, bah, ça permet aussi de bypass ASLR, puisque bah, on a juste besoin d'un offset vers le champ d'ellipse qui nous intéresse, et donc pas d'adresse particulière. Voilà, on arrive un peu à la fin de la conf. Je vous ai mis quelques liens pour vous entraîner. Donc il y a les challenges RootMe que je vous ai mis en ordre de difficulté croissante. Donc vous pouvez faire tranquillement à tête reposée en attendant la prochaine conf de Dvorak. Et aussi, si vous avez encore faim, bah, faites les autres challenges de RootMe ou sinon allez sur les autres plateformes. Tous les Pwnable, tous les alias KR, X, Y, Z, etc. TW. C'est très intéressant. Pwn Collège pareil, il y a des cours. Hack the Box c'est très bien aussi. W3 Child aussi. Et Acropole, petite pub pour la FCSC qui en gros répertorie toutes les archives de ces challenges des années d'avant. Donc on peut s'entraîner dessus quand on veut. Et ensuite, bah, finalement, si vous vous sentez assez prêt, bah, il y a la vraie vie. Vous pouvez essayer d'exploiter des ND qui sont sortis ou même rechercher des vues et les exploiter. Ça, c'est à vous de voir, mais tout en restant dans la légalité. Je vous ai mis aussi quelques ressources que je ne vais pas détailler, mais bon, vous aurez ça sur les slides. Donc vous pourrez regarder ça. Pour finir, l'exploitation sur l'APE, c'est pas si mystique que ça, mais ça demande pas mal de temps quand même de théorie, de lire de la doc et de pratiquer aussi en local, même sur les challenges. Et c'est comme tout, avec le temps, bah, il y a des automatismes qui viennent et ça devient de plus en plus agréable à travailler. Et c'est vraiment fun d'exploiter des choses comme ça. C'est aussi beaucoup plus challengeant parce qu'il y a des mécanismes de sécurité qui évoluent avec le temps, comme on l'a vu avec les évolutions de version de la glibc. Et un des points les plus importants, c'est que l'exploitation sur la dépend largement du contexte du binaire, c'est-à-dire de quoi vous avez droit, qu'est-ce que le binaire voulait faire, et en gros le contexte à l'instant T où on va exploiter la vulnérabilité, dans quel état se trouve l'AIC, comment on peut essayer de le stabiliser, tout ce genre de choses. Donc il y a vraiment une dimension beaucoup plus complexe à prendre en compte et qui est un peu plus dur à mettre en place qu'une exploitation sur la stack par exemple. Mais voilà. Et ensuite, finalement, faut pas avoir peur de lire le code ellipsé, même si c'est très intimidant au début, parce que bah, il y a pas mal de macros, etc. Ça se lit de façon assez compliquée. Mais vraiment, c'est là où les informations sont écrites noir sur blanc et c'est là où tout est vrai, quoi. Il n'y a pas de mytho dans le code ellipsé. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de répondre à toutes. Et si vous avez des questions après la conf, n'hésitez pas à me DM sur le Discord. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, première question de Meiser. Je sais pas si j'écorche ton nom ou pas, je suis désolé. Comment Calloc permet de contourner le safe linking? En gros, comme ça va bypass Tcache et que le safe linking est juste présent sur Tcache, comment dire? Ouais, là, je vais être à bout de souffle parce que là, c'est vrai. Bon, en gros, gardez juste en tête que ça permet de bypass Tcache. Je vais réfléchir à pourquoi j'ai écrit ça, Maïs, et je te répondrai plus tard en DM si tu veux. Là, je prends un peu mon souffle, excuse-moi. Bah, Calloc, non, c'est juste de l'ordre de l'allocation du coup, où ça va bypass le Tcache. Mais en gros, là, ça permet de bypass le safe linking. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que bah, du coup, on peut abuser bah, de la corruption de freelist Fastbin, mais sans passer par le Tcache. C'est-à-dire que si on arrive en gros à faire 7 malloc, avoir des chunks dans la Fastbin, et qu'on arrive à corrompre ces chunks, bah, du coup, on va pouvoir bah, péter la Fastbin list. Et ensuite, quand on fait calloc, bah, ça permet de récupérer ce qui se trouve dans les phases B. C'est peut-être pour ça que j'ai mis ça. C'est sûrement pour ça même. Et ouais, désolé pour les problèmes d'OBS, franchement, j'ai aucune idée de pourquoi ça a crash. Mais bon, en espérant que quand même ça n'a pas été trop saccadé pour vous, que ça a été assez clair. J'espère que non plus que j'ai pas parlé trop vite. Mais voilà, en tout cas, la conf sera diffusée sur YouTube. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur Discord.
Ah, merci à vous d'avoir été là, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment cool. Et ouais, du coup, bah, prochain rendez-vous, sera Doroc, le 30 août, sur l'exploitation Linux kernel. Donc, ça va encore monter d'un cran, peut-être en difficulté ou pas d'ailleurs, ça dépend comment il se présente. Mais en tout cas, soyez nombreux, puisque c'est vraiment intéressant. Et ouais, j'ai fait toute la conf sans en parler, mais ça a traité l'exploitation HIP userland. Parce que, bah, il y a aussi l'exploitation HIP en kernel. Mais ça, bah, c'est encore un autre domaine et c'est Dvorak qui va peut-être s'en charger le 30 août. Je regarde s'il y a quelques questions, après je vais couper le live. Est-ce que les house-of sont réalistes sur des vrais logiciels? Très bonne question. C'est un peu ce qui est décrié, c'est que bah, tout ce qui est house-of quelque chose, ça va être surtout utilisé pour des CTF, quoi, puisque en plus c'est des techniques qui prennent part de l'allocateur, vraiment les structures internes de l'allocateur. Mais en réalité, sur des vrais logiciels, bah, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir des structures utiles à corrompre. Et donc, on va prioriser bah, la corruption de ces structures-là, sans s'embêter avec bah, tout ce qui est structure interne, avec les tickage list, etc. Même si certaines techniques, notamment sur les tickages, peuvent être utilisées IRL. Et ça, pour le coup, ça arrive, quoi. Mais bon, qu'il y ait des house-of hyper complexes, IRL, je pense pas que ça arrive très très souvent, quoi. Ouais, IRL, en gros, comme en général le code est beaucoup plus gros, bah, il va avoir un long travail d'analyse sur ce qui est possible de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour voir en fait bah, si on peut reach des allocations d'objets qu'on contrôle et tout. Et comme ça, bah, on peut essayer de shape notre heap et ensuite bah, corrompre ce qu'on veut, quoi. Je vais mettre fin au live du coup. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi. C'est un réel plaisir de faire ça pour Rootme. Ça fait très très longtemps enfin, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis sur Rootme. Et jamais autant appris, enfin, ce que j'ai appris, c'est grâce à eux. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une super plateforme avec une super communauté. Donc voilà, je tiens à les remercier, à remercier aussi Snacktive. Et puis sur ce, je dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.